J'ai rejoint ce groupe alors que la campagne était déjà un peu entamée, probablement au tout début de leur première quête. Le pitch était simple, efficace et plutôt prometteur. Tous les personnages étaient morts. Mais avant de pouvoir passer dans l'au-delà, leurs âmes avaient été interceptées par le dieu de la mort qui les avait forcés à signer un contrat magique contraignant. En échange d'un retour à la vie, ils devaient désormais travailler pour lui. Avant d'aller plus loin, petit point sur les protagonistes de cette histoire parce que, vous allez le voir, tout tourne autour d'eux. Belle Rose est l'ancien MJ du groupe, reconverti ici en joueur et en joueur à problème. Il incarne une tiefling chaotique neutre rose flashy avec une conception très personnelle et très envahissante du chaos. Le MJ, quant à lui, mène sa toute première campagne et va rapidement devenir la principale victime des choix de Belle Rose. De mon côté, j'étais le seul nouveau à la table, donc le seul inconnu. Même si l'idée ne m'enchantait pas particulièrement, j'ai quand même créé mon personnage, un guerrier champion sans dragon de bronze, et je me suis lancé. Lors de la session où j'ai rejoint la partie, les personnages arrivaient dans une grande ville envahie par des pillards hobgoblins. Ils s'y infiltraient par les égouts et y ont rencontré une communauté d'hommes rats, eux aussi bien décidés à chasser les hobgoblins. Une alliance se forme, le plan est posé, et c'est à ce moment-là que mon personnage est introduit et rejoint le groupe. C'est alors que le dieu de la mort est réapparu dans les égouts pour informer le groupe de leur première mission. Tuer un nécromancien que le dieu de la mort était littéralement incapable d'empêcher de lever les morts vivants. Les autres joueurs ont naturellement demandé pourquoi un dieu ne pouvait rien faire lui-même, et la justification était en réalité plutôt bonne. Apparemment, ce nécromancien pouvait sentir à chaque fois que le dieu approchait et s'échapper instantanément grâce à un cube des plans. En revanche, il ne détecterait pas un groupe d'aventuriers mortels, et même s'il les remarquait, il ne les considérerait pas comme une menace suffisante pour fuir immédiatement. C'est à ce moment-là que Belle Rose est intervenue pour la première fois, faisant tomber le premier domino qui allait forcer un redémarrage total de la campagne. Sous prétexte que son personnage était chaotique neutre, le joueur estimait être obligé de s'opposer systématiquement à tout ce que le MJ voulait que le groupe fasse, et affirmait donc que son personnage n'aurait jamais signé ce contrat. C'était exactement le genre de comportement qu'il nous avait annoncé à l'avance, à peu près avec ces mots. Je vais être ultra chaotique et essayer de dérailler la partie autant que possible, lol. Je sais pas ce que le MJ avait pu faire, s'il avait fait quoi que ce soit pour pousser Belle Rose à consacrer toute son énergie à saboter la partie. Mais je me sentais trop nouveau dans le groupe et encore trop novice en tant que joueur de D&D pour oser m'y opposer. Au lieu de simplement dire à Belle Rose « Non, t'as signé le contrat sinon tu serais pas en vie », le MJ a essayé de la satisfaire. Il a fait en sorte que le dieu de la mort nous emmène tous, en gros, au paradis et fasse intervenir le dieu du temps pour revenir en arrière et annuler la signature du contrat de Belle Rose afin d'en renégocier les termes. Évidemment, ça a soulevé encore plus de questions. Pourquoi le dieu de la mort avait-il besoin de nous pour tuer un nécromancien s'il avait littéralement accès au voyage dans le temps via le dieu du temps juste ici? Le MJ n'avait pas de réponse à ça. Ensuite, le MJ a passé un long moment en tête-à-tête à essayer de réécrire ce contrat magique pour satisfaire Belle Rose, sans succès. Elle continuait à demander toujours plus, refusant toute forme de compromis et répondant systématiquement par « Bon, si je peux pas avoir ça, alors je veux cet autre truc, objectivement plus puissant, à la place ». Ça allait de niveau gratuit en nécromancien à un PNJ subalterne revenant, en passant par un don épique, des objets magiques légendaires et divers autres avantages. Finalement, le MJ a mis fin à la session en disant qu'il réglerait le contrat avec Belle Rose hors session. Ce n'est jamais arrivé puisqu'avant la session suivante, le MJ a annoncé qu'il redémarrait complètement la campagne à zéro. Nous devions tous améliorer nos personnages jusqu'au niveau 10 en préparation de la nouvelle session 1. Dans cette nouvelle campagne, tout le monde jouait les mêmes personnages et nous étions introduits comme voyageant tous dans la même charrette en direction de la capitale. Nous avions reçu une invitation personnelle du roi par lettre pour assister à une réunion où une proposition nous serait faite. Ça donnait à chacun un moment pour se présenter avant l'arrivée. Belle Rose en a profité pour montrer à quel point son personnage était original et chaotique en menaçant le conducteur pour lui soutirer de l'argent. À notre arrivée, nous n'avons quasiment pas visité la ville et sommes allés directement au palais où une grande assemblée de nobles et d'aventuriers puissants attendait le discours du roi. Belle Rose n'a pas perdu une seconde avant de provoquer tous les nobles présents en les décrivant bruyamment comme des baiseurs de cousins qui essaient de garder leur lignée pathétique pure, ou quelque chose du genre. Finalement, le roi est arrivé et depuis un balcon a annoncé que tous avaient été convoqués pour se voir proposer un poste de chevalier royal. Belle Rose a immédiatement voulu refuser l'offre. Pour être honnête, mon personnage a lui aussi exprimé des réserves, expliquant qu'il préférait l'autonomie de l'aventure indépendante plutôt que de rejoindre une organisation militaire. Le roi a détaillé les nombreux avantages du poste, puis a invité tout le monde dans une immense salle de banquet remplie de nourriture, demandant à chacun de prendre la journée pour réfléchir et de donner sa réponse le lendemain à la même heure. C'est durant ce banquet que, étrangement, le roi avait fait installer des escortes derrière des rideaux au fond de la salle, offrant des services gratuits. Généreux de sa part, j'imagine. Au bout d'un moment, nous avons remarqué que tous les hommes qui passaient derrière les rideaux ne revenaient pas.
et la situation est devenue suspecte. Un par un, chacun de nous est allé jeter un œil derrière les rideaux pour se faire dire que nous ne voyions rien avant de disparaître. Peu après, nous enquêtons ensemble, perdons connaissance et nous réveillons plus tard dans une petite pièce circulaire sombre, attachée à des chaises et dépouillée de tout notre équipement. J'utilise mon souffle draconique pour brûler mes liens et libérer les autres, et nous découvrons que ce n'est pas une pièce mais le fond d'un puits en pleine nuit. Je lance notre membre le plus léger jusqu'en haut avec une corde, il l'attache et nous grimpons tous pour sortir. Détail mineur, mais Belle Rose est la première à grimper et juge nécessaire de nous préciser que son personnage montre son cul en remontant. D'accord. Une fois sortis, nous réalisons que nous sommes au milieu des bois et un groupe de bandits se met rapidement à nous poursuivre en criant « Les prisonniers se sont échappés !» Avant que nous puissions quitter la forêt, un homme lance un mur de force pour nous bloquer le passage. Il se révèle être le chef des bandits et aussi le frère du roi. Il nous explique que le roi est corrompu et qu'il recrute davantage de chevaliers parce qu'il sait que son frère va bientôt lancer une révolte contre lui. Il nous conduit à une prison remplie de monstres de chair liquide ressemblant à des babéliens. Il affirme qu'ils étaient tous humains autrefois, transformés par les expériences du roi et que parmi les victimes se trouvent sa femme et son enfant. Le frère nous demande alors de l'aider à renverser le roi et à le punir pour ses crimes. C'est à ce moment-là que Belle Rose intervient pour déclarer son admiration pour le roi et affirmer qu'en tant que chevalier royal lié par serment, elle devrait l'abattre sur le champ pour trahison. Nous ignorons tous cette réplique, les frasques de Belle Rose devenant prévisibles et même le MJ ne tente plus d'y répondre, il continue simplement. C'est alors que la prison est immédiatement attaquée par le roi. L'explication donnée est que le roi savait que son frère enlèverait ses invités et avait donc empoisonné la nourriture du banquet avec un poison permettant de suivre la position de quiconque l'ingérait. Pendant que le roi et son frère s'affrontaient dans un duel épique en 1 contre 1, le reste du groupe se retrouvait dans un combat plutôt fade contre une quatorzaine de chevaliers, régulièrement interrompus par les descriptions du combat royal. Lorsque notre combat s'est terminé, le leur aussi, le frère a tué le roi. Immédiatement après, il a révélé qu'il était en réalité le véritable méchant et qu'il était totalement invulnérable à toute forme de dégâts, à l'exception d'un minuscule point faible sur son corps dont nous ignorions l'emplacement. Je ne comprends toujours pas pourquoi il nous a confié ça. Belle Rose a pris la fuite, tandis que le reste d'entre nous est resté pour combattre. Le combat s'est résumé à une boucle où chacun de nous lançait un jet d'attaque, décrivait la partie du corps visé et le MJ nous annonçait que nous ne faisions aucun dégât. Au bout d'un moment, j'ai eu l'idée d'agripper le frère et de cracher mon souffle draconique à bout portant en me disant que ça engloberait forcément tout son corps. Mon sang dragon bien robuste a réussi sans difficulté à le plaquer au sol et à l'asperger de flammes de la tête aux pieds, touchant son point faible et le tuant instantanément. Pour info, il se trouvait derrière l'oreille gauche. La session s'est terminée là. Après en avoir eu assez, j'ai décidé que cette campagne n'était pas faite pour moi. J'ai expliqué au MJ que mon emploi du temps changeait, ce qui était vrai, et que je devais me retirer. Je l'ai remercié pour l'expérience et lui ai souhaité de continuer à mener des parties. Je ne suis pas resté longtemps avec ce groupe et j'ai pas échangé avec les autres joueurs en dehors du jeu. Je ne sais pas quel était le problème de Belle Rose ni quel était son objectif, mais je suis content de ne plus avoir à jouer avec lui. Même si le MJ était la cible principale de ses tentatives de sabotage, ce genre de comportement affecte tout le groupe et plombe la partie pour tout le monde. Je ne pensais pas être en position de le recadrer, peut-être que ce comportement était normal dans leur groupe d'amis, qui sait. Mais j'espère qu'il a vite arrêté quand il a réalisé que ça ne profitait à personne et surtout pas à lui-même. Comme d'habitude, je prends cette vidéo en otage quelques instants pour te demander de liker si tu aimes ce que tu as vu jusque-là, et pourquoi pas t'abonner si t'en veux un peu plus chaque semaine. Merci beaucoup. Allez, avant de passer à une deuxième histoire sur le même thème, on va décortiquer celle-là parce que, pour moi, dans cette histoire, il y a 2 problèmes distincts et il faut les séparer clairement. Le scénario et le comportement de Belle Rose. Le scénario d'abord, honnêtement, je vais pas m'acharner dessus, on est face à un MJ débutant, et ça se voit. Dieu trop présent, twist en cascade, incohérence interne, méchant invulnérable avec un point faible caché. Bref, j'y vois exactement les erreurs que je faisais moi aussi à mes débuts. C'est pas grave ni définitif, ça se corrige avec le temps, l'expérience, et surtout avec des joueurs qui cherchent pas à tout faire exploser. Le vrai problème de ce MJ, c'est qu'il sait pas poser des limites. Et c'est là que Belle Rose entre en scène. Belle Rose est odieuse et elle se cache derrière l'alignement chaotique neutre pour justifier un comportement qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Chaotique neutre, qu'on soit clair, ça veut pas dire être systématiquement dans l'opposition, et ça veut certainement pas dire être dans la méta-opposition avec le MJ. Ça veut dire suivre son propre code moral qui peut être instable, individualiste, certes, imprévisible, mais qui reste cohérent. Or Belle Rose est pas cohérente. Son admiration soudaine pour le roi après avoir passé la campagne à provoquer tout ce qui représente l'autorité montre bien qu'elle n'agit pas selon une logique interne de personnage, mais dans une posture d'opposition permanente. Elle joue contre la partie. Quand Belle Rose annonce dès le départ « je vais essayer de dérailler la partie autant que possible », ça aurait dû être stoppé net, pas négocié, pas intégré au scénario, stoppé.
Un joueur va toujours chercher les limites, c'est normal, c'est sain. Il a besoin de savoir jusqu'où il peut aller, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et comment exprimer les vices de son personnage sans être perçu comme hostile au groupe. Le cadre, ça sert à ça. C'est même fondateur dans un groupe. Mais si ce cadre il est jamais posé explicitement, le joueur continue d'avancer, et à force, il marche sur tout le monde. Donc le problème de Belle Rose, d'après moi, c'est pas la recherche du cadre, c'est plus subtil que ça. Le vrai problème ici, c'est de jouer avec la limite en parfaite connaissance de cause. Parce que je rappelle que Belle Rose, c'est pas un joueur novice à cette table. C'est un ancien MJ qui sait exactement ce qu'il fait, ce que ça provoque, et il sait que personne ne l'arrêtera. Là, on n'est plus dans l'exploration du jeu, on est dans le sabotage pur et dur. Dans l'histoire suivante, on va voir justement que saboter inconsciemment une campagne ou tester les limites sans intention de nuire, ça peut être constructif. Même comportement en surface, détourner une quête mais intention totalement différente. J'ai un joueur, appelons-le Eren, qui a une manie très particulière. À chaque fois qu'un PNJ confie au groupe une quête simple du type rapporte-moi un truc, Eren essaie de tromper et manipuler ce PNJ, puis de voler ou de détruire l'objet demandé. Et parfois ça passe, mieux que ça, parfois c'est même amusant. Par exemple, dans Blades in the Dark, quand un riche commanditaire engage une bande de voleurs pour dérober un artefact à un autre riche type, et que la bande décide finalement de ne pas rendre l'objet mais de le vendre à un culte sinistre, là oui, ça fonctionne, ça fait avancer l'histoire. Mais la dernière fois que j'ai joué avec Eren, c'était un jeu très différent. C'était une campagne de fantasy inspirée de Mask, une nouvelle génération, même ton héroïque, des personnages jeunes qui cherchent leur place dans le monde, mais dans un univers fantasy avec de la magie au lieu de super pouvoirs. Et Eren a choisi l'archétype le plus héroïque possible, l'héritier, le descendant d'une lignée de héros légendaires. Ensemble, avec l'aide des autres joueurs, on a construit son background et son intégration dans le monde. Son personnage était un jeune noble issu d'une famille aristocratique dont les ancêtres avaient loyalement servi les dirigeants de la cité au début de l'aventure. Son mentor personnel était sa grand-mère grincheuse qui, 50 ans plus tôt, avait elle-même défendu la ville en tirant au canon sur des griffons attaquant les remparts. C'est d'ailleurs ce fait d'armes qui lui a valu le respect particulier de la famille du maire actuel. Un respect suffisamment important pour que le maire ne se contente pas de demander de l'aide à leur famille, mais confie directement à Eren le commandement d'une équipe chargée de retrouver un ancien artefact qui, selon lui, pourrait servir à protéger la ville. La formulation était claire. Ramenez-le-moi. Aucune ambiguïté, tout était limpide. Ouais, j'aurais probablement dû me douter qu'Eren allait refaire du Eren. Mais avant cette partie, il n'avait joué avec moi que dans des jeux où tromper le donneur de quête et le voler avait du sens. Tous ses personnages précédents étaient des voleurs ou des cultistes désespérés et instables mentalement ou des profils du genre. Bref, le groupe, l'héritier, sa petite amie fée, un jeune templier et une poupée vivante qu'il avait autrefois trouvée, réparée et dont il s'occupait désormais, part donc à l'aventure. Ils échappent à une bande de bandits en les dupant, remportent un combat contre une vouivre et finissent par atteindre les ruines où l'artefact est censé se trouver. Ils résolvent quelques énigmes et découvrent une horde de drogueurs qui se révèle être contrôlée par l'artefact même que les héros étaient venus chercher. Le personnage d'Eren s'empare de l'artefact et Eren annonce qu'il veut l'assimiler pour obtenir le pouvoir de contrôler les morts vivants. Et il y parvient. C'était la fin du one-shot, alors pourquoi pas? Je demande simplement aux autres joueurs s'ils seraient satisfaits d'une telle conclusion. La fée est d'accord, le templier et la poupée proposent un compromis. Ça leur va s'ils peuvent trouver autre chose de précieux dans les ruines à rapporter à leur temple. Marché conclu, le personnage d'Eren détruit l'artefact, en absorbe le pouvoir, le reste du groupe récupère des objets moins impressionnants, mais tout de même intéressants, et tout le monde rentre chez soi. Et devinez quoi? Le maire n'est pas content, la grand-mère du personnage d'Eren non plus. Ça aurait pu devenir une intrigue très intéressante. Un jeune héros fait une grosse erreur et doit désormais redoubler d'efforts pour faire ses preuves, ou bien c'est le moment où il bascule vers un chemin plus sombre, quelque chose comme ça, non? Eh bien, il y a juste un petit problème. Eren était persuadé que son personnage n'avait rien fait de mal. Certes, il avait bien entendu que la quête était rapporter l'artefact au maire, mais il avait décidé sans réelle raison que sa grand-mère voulait en réalité que son personnage acquiert de nouveaux pouvoirs, même si elle n'avait jamais rien dit de tel. Elle avait simplement dit qu'elle voulait qu'il fasse ses preuves en tant que digne successeur de la lignée des défenseurs de la ville. Eren s'est agacé et a demandé aux autres joueurs en jeu si leur personnage estimait qu'il avait accompli l'exploit et ou rempli la quête. Évidemment, tous ont répondu non. L'un d'eux était même convaincu qu'Eren avait prévu ce choix comme le début d'une trajectoire d'anti-héros. Ouais, tout ça n'était qu'un épilogue narratif sans aucune mécanique de jeu, mais je voulais que l'histoire se termine d'une manière cohérente, et de toute façon le personnage d'Eren avait déjà obtenu ce qu'il voulait, de nouveaux pouvoirs magiques. J'ai donc refusé de revenir en arrière. Et non, le personnage d'Eren n'a pas été exécuté ni puni, il n'a simplement pas été félicité par le maire, ni par sa grand-mère. Franchement, je trouve que c'est une très belle conclusion à cette histoire. Déjà, le MJ a fait un vrai choix de maturité, laisser Eren aller au bout de son idée,
Il n'a pas bloqué l'action, il n'a pas puni artificiellement le joueur, il n'a pas sorti un Deus Ex Machina pour forcer le retour de l'artefact, il a laissé la décision exister et il en a simplement tiré des conséquences narratives cohérentes. Ça en JDR, c'est souvent la meilleure option. Énorme big up aussi pour le moment méta. Prendre le temps de demander aux autres joueurs si cette conclusion leur convient, surtout en fin de one shot, c'est exemplaire. Trop de tables négligent ce genre de check-in alors que ça peut éviter énormément de frustrations silencieuses. Et ça lui permet en plus d'indiquer subtilement à Eren qu'il a touché la limite du doigt sans imposer sa vision de MJ. En clair, il lui a montré le cadre. Mais le plus gros big up selon moi, il va à Eren. Parce que ouais, il fait du RN, oui, il a détourné la quête, oui, ça n'était clairement pas l'issue attendue pour un archétype aussi héroïque que l'héritier. Mais quand le malaise commence à se faire sentir, il s'enferme pas dans le déni. Il demande un feedback, il cherche à comprendre s'il a bien agi, s'il a vraiment réussi la quête. Et ça, c'est hyper révélateur. On sent clairement que c'est pas un joueur mal intentionné. C'est pas quelqu'un qui cherche à nuire à la table ou à gagner contre le MJ. C'est beaucoup plus probablement une lubie de joueur presque réflexe, acquise dans d'autres jeux, d'autres tons, d'autres personnages. Une espèce d'habitude, sans doute en grande partie inconsciente, et surtout une tentative de tester où se situe la limite. Et c'est là que la comparaison est intéressante, c'est exactement ce qui le différencie d'un Belle-Rose. Quand Eren sent que quelque chose cloche, il essaie de corriger le tir pour le bien de la table, au lieu d'enfoncer le clou par pur égocentrisme ou par provocation. La frontière entre les deux est claire. Un joueur qui joue avec le cadre fait avancer la table, un joueur qui joue contre le cadre la détruit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? De manière presque parfaitement symétrique, j'ai traité il y a quelques semaines une histoire où il se passe exactement l'inverse. Cette fois, le groupe voulait jouer des personnages clairement méchants, mais c'est le joueur non violent qui a fini par tout saboter sans forcément s'en rendre compte. Si le sujet t'intéresse, je te mets la vidéo juste ici. Allez, à la semaine prochaine.